Bonjour et bienvenue au Conseil de l'avocat. Lors d'une émission précédente, nous avons abordé le divorce. Bienvenue, Monsieur Quentin. Bonjour, M. Ballon. On développe un petit peu plus les conséquences du divorce, la garde partagée, entre autres. Ça est un gros sujet avec des grosses implications. Oui. Dans une émission précédente, nous avions parlé de la garde partagée. On avait effleuré un peu la garde partagée. En fait, ce qu'on avait mentionné, c'est que de plus en plus au Québec, on s'en va vers ça, on est dedans. Comme je vous mentionnais, tous les spécialistes considèrent que les enfants devraient voir leurs parents le plus souvent possible. Alors, c'est ce qui nous a amené à la garde partagée. La question de garde, ce qu'il faut comprendre, c'est que les juges vont toujours, en premier lieu, voir quel est l'intérêt de l'enfant. C'est ce qui va primer. Alors, c'est pas l'intérêt de la mère, c'est pas l'intérêt du père, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Alors, c'est pour ça que le juge va examiner les circonstances dans lesquelles les parties vivent. Premièrement, si vous avez l'espace nécessaire pour les enfants. Les conditions nécessaires. Est-ce que vous avez une chambre pour les enfants, des lits, etc. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Alors, ce sont toutes les choses que les juges vont vérifier. Les revenus des parents, c'est important? Les revenus n'ont pas vraiment, parce que vous pouvez retirer les prestations de la sécurité du revenu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à une garde partagée. Alors, un parent qui n'a pas de moyens financiers ne devrait pas être pénalisé? Absolument. C'est le cas. Comme je vous dis, c'est vraiment plus le côté pratico-pratique. Le juge va regarder vraiment l'intérêt de l'enfant. Souvent, si l'enfant a des difficultés scolaires, quel est le parent qui est le mieux placé pour aider son enfant? Des choses comme ça. Vous parliez justement des revenus des parents. Depuis les années 90, au Québec, on a un formulaire qui s'appelle le formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants. Alors, les pensions sont fixées. Il y a des tables préétablies par l'État. Alors, on prend le revenu brut de chacun des parents et on fait un calcul. On diminue un certain montant pour que le parent puisse vivre. Contribution personnelle. En fait, c'est un montant de 10 750 environ oui. Pour chacun des parents. On regarde après ça qu'est-ce qui reste. Et en fonction de ce montant-là, total, le revenu de madame plus le revenu de monsieur, on calcule le pourcentage de temps que l'enfant va passer avec chacun des parents. Le formulaire de base est fait en fonction qu'habituellement, le parent qui a la garde a l'enfant 80% du temps. Ça veut dire que celui qui a des droits d'accès voit son enfant 20% du temps. 20% du temps, c'est 72-73 jours par année. Alors, le formulaire est bâti à partir de cette prémisse-là. La garde partagée commence à 41%? C'est ça, en haut de 40%. 40,3%. En haut de on calcule ça en haut de 40%. Alors, on calcule vraiment le nombre de jours, jour par jour. Oui, dans le formulaire, effectivement. Dans le formulaire de fixation de pension, par exemple, quand je vous parlais du 20% pour le parent non gardien, ça, si vous calculez, habituellement, c'est quoi? Un week-end sur deux? Oui. OK, alors 52 week-ends dans l'année, ça fait 26 week-ends de 2 jours, 52 jours. C'est une période de vacances. Puis, Une semaine à Noël ou incluant Noël le jour de l'an. Alors 52 plus 7, on est rendu à combien? 59. 2 semaines d'été. Voyez-vous, plus 14, alors nous sommes rendus à 73 jours. C'est le 20%, 73 divisé par 365 jours. Voilà. C'est ça. Et dans le formulaire de fixation de pension, alors dès qu'on vous octroie ou que vous demandez et que vous obtenez plus de jours que 20%, alors il y a une section dans le formulaire de fixation de pension alimentaire où c'est prévu et on calcule vraiment par nombre de jours. Parce que plus de jours vous avez l'enfant, votre pension va diminuer en conséquence. Parce qu'il y a plus de dépenses, engagements financiers. C'est ça. Puis comme vous l'avez chez vous, dans ce formulaire-là, qui a été créé par l'État, en fait... qui nous donne des formules, qui nous apprend
comment calculer... Calcule, en fait, toutes les dépenses de l'enfant, mais auxquelles on ne pense pas. Là. Quand l'enfant prend sa douche ou son bain, c'est l'eau chaude, etc., le savon, toutes les dépenses de base, les vêtements de base de l'enfant, les frais scolaires, sauf à partir du post-secondaire, là, il y a une section pour rajouter les frais, ou à moins qu'il y ait l'école privée. Également, tous les frais particuliers. Les frais de dentiste de base sont inclus dans le formulaire. Si vous avez besoin de broches pour les dents, exemple, ça coûte 5 000 $. Là, ce sont des frais qu'on va calculer également, qu'on va ajouter au formulaire dans la même proportion que le pourcentage de pension alimentaire que vous avez à payer. Pourcentage de temps. C'est ça. Alors, il faut Parce bien calculer il ne faut le pas nombre de penser jours. maintenant, vous savez, il y a plus de femmes à l'université qu'il y a d'hommes. Ça, Alors, c'est il y a vrai. beaucoup plus de femmes sur le marché du travail qui ont des revenus plus élevés que ceux du mari. Alors, on le voit de plus en plus souvent. Ce qui fait en sorte que si madame est médecin, gagne 200 000 $ par année, et que monsieur travaille dans un ministère, exemple, à 45 000 par année, même si madame a la garde de l'enfant, si on fait le calcul que je vous expliquais, moins 10 000 de chaque côté, monsieur va se ramasser que la pension qu'il a à payer, en fait, il va payer peut-être, exemple, juste 20 ou 25 Des dépenses totales. des dépenses totales de l'enfant. Même si son temps est 20 25 Exactement, comprenez-vous? Même, alors, le montant qu'il va payer à madame va être beaucoup moins important. Mais pourquoi? À cause du revenu important de madame, parce qu'on fait une règle de 3 en calculant les deux revenus des parties. Si on regarde le profil étudiant de notre société, on observe qu'il y a de plus en plus de filles qui vont à l'université. On devrait s'attendre qu'avec le temps, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il va y avoir des changements dans le profil et même dans les mœurs là, de la société par rapport au paiement des pensions alimentaires. Vous avez tout à fait raison. On le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui paient des pensions alimentaires aux hommes pour les enfants. Parce que même dans le cas d'une garde partagée, hein, même si c'est 50-50, comme je vous mentionnais tantôt, le calcul est fait dans le formulaire de fixation de pension à partir des revenus bruts des deux parties. Alors, même si les gens ont 50% du temps, si madame gagne 200 000 par année, monsieur en gagne 40, madame devra quand même payer une pension alimentaire à monsieur pour les enfants, en fonction du pourcentage là, de la différence de revenus. Alors, on le voit de plus en plus, c'est une réalité, malheureusement. D'après vous, dans votre pratique, avez-vous rencontré des cas où avez-vous observé que la garde partagée est un sujet de dispute financière finalement pour 1, 2, 3 ou 5% de temps, quelques jours par année, qui mène les parties à faire des batailles juridiques pour quelques centaines de dollars par mois. Peut-être. Malheureusement, c'est le cas. Souvent, on va voir des gens qui se battent, ou j'ai vu des messieurs qui se battaient pour avoir la garde partagée, mais en fait, le but derrière ça était uniquement de payer moins de pensions alimentaires. C'est un peu triste là, de voir ça, mais c'est une réalité. C'est évident que pour avoir une garde partagée, il faut quand même que les gens soient capables de se parler pour les enfants, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors aujourd'hui, heureusement, bon, comme je mentionnais à une cliente pas plus tard qu'hier, tu n'es pas obligé de te parler au téléphone. Hein? Avec la modernité, il y a les textos, les courriels qu'on a sur notre téléphone. Alors les gens ne sont pas obligés de se parler de vive voix, mais peuvent s'écrire pour tout ce qui touche les enfants. Pour ce qui est de l'école, pardon, souvent on voyait, bon, on avait beaucoup de cas où monsieur ou madame se plaignait que l'autre partie ne lui envoyait pas les informations sur les rencontres avec les professeurs, les bulletins, etc. Encore aujourd'hui, voyez-vous, maintenant, on reçoit ça par courriel. Alors, les deux parents ont juste à donner leur courriel à l'école et les deux parents, les deux parties vont être informés de ce qui se passe, des problèmes, si leur enfant a un problème à l'école et tout ça. En fait, le système actuel favorise la communication peut-être un petit peu moins conventionnelle, de bouche à bouche, par courriel, par texto, qui est une communication moins personnelle, qui est plus efficiente. Ouais. On gaspille moins de temps. Les écoles aussi communiquent avec les parents.
Ouais. par courriel électronique. Voilà. En terminant, par rapport au partage des biens, c'est une autre conséquence qu'on va l'élaborer peut-être dans une émission ultérieure. Quelques conseils à donner Pour ce qui est du partage des biens, écoutez, ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que si vous êtes capable de vous parler et de vous entendre, hein, toutes les possibilités tout est possible, sont imaginables, à moins que ça aille contre l'ordre public, là, mais alors on peut faire, en pratique, les gens vont souvent faire un partage en biens plutôt qu'en argent, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire tant que ça reste dans la légalité. C'est une négociation? Oui, ben c'est pour ça que les médiateurs existent. Hein? Alors, à ce moment-là, s'il y a 3 véhicules, vous voulez en garder un, l'autre veut en garder un, le troisième, personne n'en veut, alors on le vend, on se partage les profits, etc., si c'était 3 véhicules pour la famille. Parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à discuter. Parce qu'au Québec, vous savez, il y a le régime matrimonial à la base, mais on a créé, à la fin des années 80, le patrimoine familial qui va par-dessus le régime matrimonial. Quel que soit ton régime matrimonial, le patrimoine familial est constitué de certains biens pour la famille. Incluant les fonds de retraite. Effectivement. Ce sont tous les biens pour la famille. Pour faire une histoire courte, la maison qui sert de domicile familial, le chalet, la seconde demeure des parties, qui peut être un bateau également, si vous avez un gros bateau avec des chambres, une cuisine, etc., où vous pouvez résider l'été. Les autos pour la famille. Tout ce qui est acquis pendant la vie commune. Oui, les autos pour la famille, les biens meubles, les effets mobiliers qui garnissent la résidence principale et la résidence secondaire de la famille, les autos, on a parlé. L'entreprise? Non, pas l'entreprise. Ça va entrer sur le régime matrimonial. Mais pour ce qui est du patrimoine familial, avec tout ce que vous mentionniez, qui est fonds de pension, REER, tout ce qui est pour les héritages? Les héritages sont exclus. Ce sont aussi considérés comme des biens propres et qui vont demeurer à la personne, qui ne sont pas partageables, à moins que vous les perdez dans l'achat de certains de vos biens familiaux. Si vous n'êtes pas capable, si vous avez reçu 100 000, puis à un moment donné, bon, le 100 000 est mélangé avec d'autres argents et que vous faites l'acquisition d'une résidence, ce sera difficile de faire la preuve, de vous retracer votre 100 000. Mais sinon, c'est exclu du patrimoine familial et du partage de votre régime matrimonial aussi. Maître Quentin, nous vous remercions de votre présence, de vos conseils dans notre émission. Espérons que nous aurons l'occasion d'approfondir, d'apprendre un petit peu plus sur le patrimoine familial et sur le régime matrimonial. Ça me fera plaisir de venir discuter de ces sujets. Nous vous remercions de votre attention et nous vous attendons dans une prochaine émission avec Maître Quentin pour des conseils juridiques. De ce și cum s-a întâmplat ca tu să fii și pictor? Arta pentru mine a fost întotdeauna în background. Întotdeauna am știut că trebuie să fac artă. Și acum câțiva ani m-am apucat serios, pentru că totdeauna am făcut câte ceva artistic sau artizanal sau întotdeauna am făcut ceva creativ, am păstrat latura asta mea. Și acum 3 ani m-am apucat serios, m-am apucat să fac artă la timp plin. În ultimul an am expus foarte mult, am fost invitată să expun în foarte multe locuri, am fost invitată să dau interviuri în magazine de artă contemporană internaționale. E o călătorie pe care o fac, e o super aventură de care mă bucur în fiecare zi. Discutam cu tine cu o altă ocazie despre Noica și despre
a intra în gândul tău după ce ai rătăcit prin gândurile altora. Să fi fost această rătăcire prin gândurile și prin dorințele altora de pe vremea în care a trebuit să studiezi altceva, ceea ce s-au dictat sau recomandat părinții, societatea, și acum să fi revenit în gândurile tale în sfârșit. Da, mă simt bine acasă, mă simt bine în gândurile mele acum, sunt acolo unde trebuie. Nu știu unde mă va duce călătoria asta, dar iau câte o zi, fiecare zi așa cum vine. Și pictez în fiecare zi cu părul în flăcări, cum se spune. Arta mea este o artă instinctuală, este foarte gesturală, încep cu niște gesturi și de-abia pe urmă construiesc conținutul tabloului în sine. Pe undeva pe la jumătatea procesului o să știu și ce este, pentru că ceea ce pictez eu, pictez situații, pictez interacțiune umană și în anumite situații și comportament uman. Care sunt sursele tale de inspirație? Și cui te adresezi? Cui adresezi creațiile tale? Eu pictez pentru mine, în primul rând. Ceea ce se întâmplă după cu tablourile și expunerea și tot este un bonus. Deci n-aș putea să spun că mă adresez unui anumit public înainte de a termina un tablou sau dar mi-aș dori foarte mult ca publicul care admiră tablourile mele și ca publicul care face efortul să înțeleagă un tablou de-al meu să aducă substratul lor cultural în tabloul meu și să devină o operă colectivă. Este așadar mai curând o acțiune participativă din partea publicului. Nu este un public captiv care îi spun ăsta este tabloul, asta trebuie să înțelegeți de aici. Publicul participă la actul de creare. Este exact, Marius. Asta trebuie să participe, trebuie să înțeleagă că nu există momentul acela intim în care admiri o operă de artă este fantastic. Poți să vii cu contribuția ta și să faci ceva ce eu deja zic că am făcut bine, să faci ceva perfect. Cred că tablourile mele nu sunt niciodată terminate, adică nu pot să spun că pun ștampila control de calitate terminat, dar vreau să las ceva ca să pot să continui să spun în următorul tablou și tot așa continuitatea este foarte importantă pentru mine și nu finalitatea. În viziunea artistei Veronica Dragnea, care este rolul, care este menirea unui artist în societate, în comunitatea din care face parte? Este fantastic să poți să te exprimi printr-un alt limbaj decât verbal. E foarte important, adică tot ce înseamnă, sunt o mare pasionată de arta scenei, de balet, de dans, deci toate artele astea se completează și trebuie să știu că poate uneori pictura acum apare obsoletă și că nu mai sunt mari maestri și acum cu arta asta pop care e peste tot, dar trebuie să continuăm să ne exprimăm și pe canvas. Escu TV o să-ți dea un test de fidelitate față de pasiunea pe care o ai față de artă și o să spunem o întrebare la care ai 3 răspunsuri posibile. Mâine dimineață eu sunt bossul tău și îți voi spune ai de ales între a rămâne să-ți continui cariera de succes pe care o ai deja
sau continui pe drumul tău, vei continua să pictezi, să fii artist și ai trei răspunsuri posibile. Nu, nici nu mă gândesc să renunț la a picta. 2. Haideți să stăm de vorbă, să negociem, poate găsim o soluție. 3. Ok, continui cu cariera mea de succes carteziană, de economist și renunț la a picta. Marius, e atât de simplu și atât de clar pentru mine, e primul răspuns, deci nu pot să, nu voi putea niciodată renunța la pictură și asta e cariera mea la timp plin acum.